Vendredi 18 avril 2014, à Visé, près de Liège, en Belgique. Il est 22h30 quand deux habitants de cette paisible commune sont surpris par des bruits venant de la rue. Un couple de Visé entend des bruits de pétarades. Il pense que c'est peut-être des bruits de feux d'artifice. Il va voir ce qui se passe à l'allée à côté de sa maison. Et il constate qu'il y a deux personnes, disent-ils, qui sont étendues au sol. Et à ce moment-là, immédiatement, évidemment, elles appellent les secours. C'est un appel d'urgence qui est formulé. On ne comprend pas très bien, on comprend en tout cas qu'il y a une angoisse visiblement. La police, bien évidemment, prend l'appel, se rend compte qu'il y a une urgence et envoie directement quelqu'un sur place. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent devant le 41 de la rue de Bernaud. Il fait super sombre. La maison est équipée d'une grande allée de garage. Une voiture est garée dans l'allée de garage et 3 corps sont autour de cette voiture. Les corps sont ceux d'une femme, d'un homme, mais aussi d'un enfant. Ils vont apercevoir une personne qui est couchée par terre, qui est à l'arrière du véhicule, vont entendre une dame qui est allongée, qui se plaint d'avoir mal, et en contournant la voiture pour sécuriser les lieux, ils rencontrent alors le corps d'une troisième personne à l'avant du véhicule du côté gauche. Il y a eu de nombreux coups de feu qui ont été tirés sur les 3 victimes, coups de feu qui ont tout aussi manifestement été tirés pour tuer. Et donc les policiers sont confrontés immédiatement à une scène totalement apocalyptique. Le couple qui a alerté la police reconnaît immédiatement les victimes. Ce sont leurs voisins Benoît et Carole Philippins, 36 et 38 ans. Et l'enfant, Esteban, âgé de 9 ans, est le filleul de la jeune femme. Les policiers constatent immédiatement que l'homme et l'enfant ont perdu connaissance. En revanche, la femme, bien que grièvement blessée, arrive encore à parler. On lui demande, est-ce que vous avez vu quelqu'un arriver? Est-ce que vous avez vu une voiture ou quoi que ce soit? Il dira non. Il y a une personne qui a surgi de l'ombre et c'est tout ce qu'elle pourra dire. Elle va juste donner ça comme indication. Je ne sais pas qui c'est. Carole Philippins est très affaiblie, mais elle parvient tout de même à livrer aux policiers une information cruciale. L'auteur des coups de feu s'est adressé d'abord à Benoît et il a dit quelque chose comme « Et maintenant tu me reconnais ». Et puis immédiatement après avoir dit ça, il a tiré sur Benoît. Ça c'est aussi un propos que Carole rapporte avant progressivement de sombrer dans le coma. Donc on sait d'emblée qu'il doit s'agir de quelqu'un qui fait partie du monde de M. Philippins. Dans quelle direction faut-il aller? Ce sera la grosse question, bien évidemment, des enquêteurs. Benoît Philippins, sa femme Carole et le jeune Esteban sont aussitôt transportés à l'hôpital le plus proche. Il est alors 23h10 et les enquêteurs procèdent immédiatement aux premières constatations dans la maison des victimes. Au début, on pense évidemment à un cambriolage qui est mal tourné, mais là, il est clair qu'il n'y a pas eu d'effraction de la maison, on n'a rien volé et tous les faits se sont passés à l'extérieur de la maison. D'abord, on a un tireur qui manifestement tire pour tuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à peu près toutes les balles tirées par le tueur ont atteint leur cible. Ce qui ressemble à l'acte commis par quelqu'un qui sait tirer, qui a l'habitude de tirer. Et puis, on a un tireur qui va froidement abattre un enfant. Le début de l'enquête est difficile, ça ressemble en tout cas à une triple exécution. Donc 3 personnes abattues de sang-froid. On peut tout imaginer d'un règlement de compte style mafia ou d'autres choses, mais voilà, le tireur en tout cas était très très décidé. Les policiers poursuivent ensuite leurs recherches devant le domicile des Philippins sur la scène de crime. Et rapidement, ils repèrent sur le sol 5 douilles. Ils vont prélever chacune de ces douilles de manière unique, avec une pince stérile. Ils vont les mettre dans une pochette stérile pour être emportés au laboratoire. Ce sont des indices qui sont absolument essentiels, puisque si l'on retrouvait de l'ADN ou si l'on retrouvait une empreinte digitale connue, elle pourrait mener soit à l'auteur des faits, soit à quelqu'un qui est nécessairement proche de l'auteur des faits, puisqu'il aurait laissé ses propres traces indicielles sur les douilles.
Les enquêteurs se mettent ensuite à la recherche d'empreintes digitales, notamment sur la voiture des victimes. Il existe en Belgique un fichier des empreintes digitales des personnes qui ont été condamnées, pour l'essentiel bien entendu, comme il existe un fichier d'empreintes ADN. Alors les enquêteurs vont aussi sur le véhicule rechercher des empreintes digitales éventuelles, parce que dans une scène de crime comme celle-là, il se peut que le tireur se soit appuyé à un moment donné sur le véhicule ou ait touché le véhicule. Et donc, on va faire une analyse complète de l'extérieur du véhicule pour vérifier s'il n'y a pas d'empreinte digitale tierce sur ce véhicule. De nombreuses empreintes sont ainsi relevées sur les portières du véhicule et leurs prélèvements sont mis sous scellé pour analyse. Les enquêteurs savent qu'il n'y a pas un instant à perdre. Malgré l'heure tardive, ils sonnent en pleine nuit chez tous les riverains afin de recueillir leurs témoignages. Peu importe s'il est tard, eu égard à la gravité des faits, il faut aller rechercher les informations immédiatement avant que celles-ci ne soient détériorées et donc il faut aller très vite. Aucun voisin n'a été témoin de la fusillade, mais les policiers recueillent tout de même quelques informations intéressantes. Dans l'enquête de voisinage, il va apparaître que 2 témoins ont vu quelque chose. L'un disant « j'ai vu un homme de petite taille s'enfuir des lieux ». Et on parle aussi d'une Mercedes qui tourne dans le quartier. On l'a vu passer plusieurs fois dans un sens, puis dans l'autre. Cette Mercedes a également été remarquée par le couple de voisins qui a donné l'alerte. La voisine dit « j'ai vu une voiture qui repartait tout phare éteint ». Et elle parle d'un véhicule qui correspond à un véhicule de type Mercedes. Alors que l'enquête de voisinage s'achève, les enquêteurs apprennent que le petit Esteban a succombé à ses blessures. Ils ont alors la plus difficile des tâches, annoncer la terrible nouvelle à ses parents. Quand les parents d'Esteban sont prévenus durant la nuit, imaginez le choc, ils confient leur enfant de 9 ans à la marraine. Jamais ils ne peuvent imaginer qu'en embrassant leur enfant le soir, ils ne vont plus jamais le retrouver en vie. C'est l'horreur la plus totale, c'est l'incompréhension. Ça va être un moment épouvantable. Malgré tous leurs efforts, les médecins n'arriveront pas non plus à sauver Benoît Philippens et son épouse. Et à leur tour, le père et la sœur de Carole sont avertis du drame qui vient de se produire. J'étais à la maison, j'étais au lit, on a frappé sur la porte. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que c'était la police. On a ouvert la porte et alors il nous a dit qu'il avait une mauvaise nouvelle à nous annoncer, que Carole avait été prise dans une fusillade. Et alors je leur ai demandé ce qu'elle avait. Ils ont dit qu'elle était décédée. J'ai demandé Benoît, ils m'ont dit même chose, il n'a pas survécu. Je me suis dit, mais pourquoi? Que s'est-il passé? Enfin, c'est pas possible. Qui pourrait bien leur faire ça? Dès le lendemain matin, une information judiciaire pour meurtre est ouverte. L'enquête est alors confiée à la police judiciaire. C'est à Liège que désormais le dossier sera traité. La section homicide va reprendre le dossier. Pourquoi? Parce que eux, bien évidemment, sont nettement plus outillés pour faire toutes les différentes enquêtes. Ce sont des enquêteurs extrêmement aguerris, à la fois dans le profilage, à la fois dans l'utilisation des méthodes de police scientifique. Ce sont vraiment des professionnels du crime. Pour démarrer leur enquête, les hommes de la PJ possèdent un indice essentiel, le témoignage que Carole Philippens a pu livrer peu de temps après la fusillade. Avant de perdre connaissance, la jeune femme a indiqué que le meurtrier s'était adressé à son mari en lui demandant s'il le reconnaissait. Les enquêteurs savent que le tireur et Benoît Philippens se connaissent. Très vite, on s'intéresse à la personnalité de Benoît. Qui est-il? C'est quelqu'un qui est très proche de sa famille, qui est très proche de ses parents. C'est un joyeux drill, c'est quelqu'un qui mène une vie active, qui est rassembleur, qui a beaucoup d'amis autour de lui. En couple avec Carole depuis 3 ans, Benoît Philippens dirige une agence bancaire. Et sa femme travaille avec lui dans la même agence en tant que conseillère de clientèle. Ma sœur, c'était quelqu'un qui aimait bien de s'amuser, aimait bien la famille,
Elle était toujours souriante, appréciée de tout le monde, elle adorait les enfants. Ils étaient tous les deux sur la même longueur d'eau, s'amuser, rire, avoir des amis, la famille. Pour moi, ils allaient vraiment bien ensemble, quoi. À première vue, rien de suspect n'apparaît dans l'entourage familial de Benoît Philippens. Les policiers se tournent ensuite vers son environnement professionnel et décident d'entendre tous les employés de son agence. C'est alors qu'au fil des auditions, une autre facette de sa personnalité apparaît peu à peu. Toutes ces personnes-là qui ont été entendues ont décrit une personne qui cherchait à entrer en contact de manière privée avec soit le personnel de l'agence, soit également avec les différentes clientes potentielles. Monsieur Philippens, en fait, était un peu un coureur de jupons. Certaines femmes parlent même de relations extra-conjugales qu'elles auraient eues avec le banquier. Un aspect de la vie de Benoît Philippens qui semble avoir totalement échappé aux proches de sa femme. Lorsqu'ils sont réinterrogés à ce sujet, tous tombent des nues, à commencer par Christian, le père de Carole. C'était un couple très uni. Et bon, je ne me suis jamais douté de rien. Et je n'avais jamais entendu dire quoi que ce soit sur ce problème-là. À aucun moment, je n'ai eu de confidence de Carole par rapport aux éventuelles infidélités de Benoît. Je ne sais même pas si elle le soupçonnait, mais sinon à nous autres, elle n'en parlait jamais, nous. Mais en tout cas, même encore maintenant, c'est difficile à croire que Benoît ait pu faire ça. Pour les enquêteurs, cette piste doit être exploitée en priorité, car Benoît Philippens a pu être victime d'une vengeance passionnelle. On est contraint et obligé de vérifier que ça ne peut être un mari jaloux qui aurait commis l'impensable. Un certain nombre de personnes, de femmes d'abord et puis de leurs conjoints ensuite, de l'environnement professionnel de Benoît seront entendus, ils seront amenés à exposer leur emploi du temps au moment des faits. Mais après vérification de tous les alibis, aucun suspect n'apparaît et la piste du mari trompé est écartée. En reprenant leurs auditions, les policiers découvrent alors que Benoît Philippens, homme séducteur et jovial, était aussi un banquier pour le moins autoritaire. Benoît Philippens, c'est quelqu'un qui est très exigeant professionnellement. Donc il est exigeant à l'égard de son personnel et il n'est pas nécessairement facile à l'égard des clients de la banque. Si un client de la banque n'inspire pas confiance à Benoît Philippens, il ne le ménagera pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des conflits avec certaines personnes. Et ces conflits ont généré bien la possibilité qu'à un moment donné, il y ait eu des ennemis potentiels. Les employés rapportent même aux enquêteurs que quelques mois avant sa mort, Benoît Philippens avait eu une violente altercation avec l'un de ses clients. Ce jour-là, une personne était venue au guichet pour solliciter un prêt et n'avait pas voulu être servie par une femme. Et donc la guichetière avait été trouver son gérant, c'est-à-dire Benoît Philippens, pour lui demander ce qu'on faisait dans ce cas-là. Et Benoît Philippens avait dit non, pas question, c'est vous ou c'est rien. Et alors cette personne s'était très fâchée et avait crié que ça ne se passerait pas comme ça, qu'il ferait apparemment la peau à celui qui lui avait refusé d'être reçu. Autre élément troublant dans cette histoire, la personne avec qui Benoît Philippens a eu une altercation serait apparemment, d'après les déclarations de témoins, reparti de l'agence au volant d'un véhicule Mercedes. Et l'on sait que dans l'enquête de voisinage immédiatement après les faits, un témoin aurait identifié un véhicule comme étant une Mercedes. Ce client irascible a-t-il mis ses menaces de mort à exécution? On va retrouver le client, il va s'expliquer et il a un alibi absolument incontestable qui ne conduira pas à ce qu'on puisse de quelconque manière le soupçonner. Le 20 avril 2014, soit 2 jours après le triple meurtre, les corps des victimes sont autopsiés à l'Institut médico-légal de Liège. Le rôle des autopsies est de découvrir les lésions qui ont pu être occasionnées, de savoir sur les lésions qu'on observe quelles sont les lésions mortelles
Lorsqu'il s'agit de cas balistiques, lorsqu'une arme à feu a été utilisée, c'est extrêmement important que l'autopsie précise le trajet. Dans quel sens, dans quelle direction la balle a été tirée. Et de là, on en déduit la position du tireur par rapport à sa victime. Et la position de la victime, était-elle couchée, debout, assise? Le médecin légiste débute son examen par l'autopsie du corps de Benoît Philippens. Il y a 3 impacts de projectiles, un impact qui va être céphalique, et puis des impacts qui sont au niveau du tronc avec des lésions relativement obliques et qui indiquent donc des tirs qui ont été faits à relativement faible distance. On a 2 trajectoires qui sont descendantes. Ça signifie que la personne est un petit peu plus haut que lui, ou en tout cas son pistolet plus haut que lui, dirigé vers M. Philippens. Et la dernière sera ascendante. Ça signifie qu'à ce moment-là, M. Philippens est déjà couché, ou est déjà tombé en tout cas, et on donne une dernière balle pour être sûr que l'on visera juste. Le corps de Carole Philippens est à son tour autopsié. Tout comme son mari, la jeune femme a été atteinte par 3 balles. Une première balle va y rafler sa main. La deuxième, par contre, va lui toucher la moelle épinière. La troisième va toucher au niveau du thorax. Il va y avoir des lésions internes qui vont occasionner une hémorragie, mais il n'y a pas de lésions qui vont immédiatement causer le décès. C'est pour ça qu'elle survit et qu'elle est encore consciente lorsque les premiers enquêteurs interviennent. Enfin, l'expertise médico-légale du corps du petit Esteban révèle que l'enfant a été touché par 2 balles. L'une a effleuré sa nuque, tandis que l'autre s'est logée dans son crâne. À l'issue de ces 3 examens, le légiste est en mesure de dresser une chronologie précise des faits. Alors on a d'abord des lésions sur Benoît Philippens debout face à son agresseur. Il y a une deuxième série de tirs sur sa compagne qui va se trouver en position dorsale. Peut-être essaie-t-elle de s'enfuir, de s'échapper. Et puis le troisième, là on va avoir des lésions qui vont indiquer que l'enfant était sans doute recroquevillé. On l'imagine, c'est l'enfant qui assiste à ça, qui se cache peut-être le cherche-t-on. Peut-être est-il simplement dans un mouvement de sidération, s'est mis en boule, affolé par les tirs. En découvrant ces conclusions, les enquêteurs comprennent que le tueur n'a voulu laisser aucune chance de survie à ses victimes. Il y a véritablement des caractéristiques d'une exécution. C'est un geste avec une volonté de tuer, avec des coups qui sont, chez les adultes, multiples, pour assurer de la mort. Et puis chez l'enfant, c'est une exécution froide, c'est un peu glaçant. Pour préciser quelle arme le tueur a utilisée, une expertise en balistique est ordonnée. Les éléments pour déterminer le type d'arme utilisée vont être récupérés à partir des projectiles et de leurs orifices d'entrée. Selon le calibre de l'arme, selon la nature, si c'est du plomb, si c'est une balle, selon la distance du tir, l'orifice d'entrée va être différent. L'analyse permet d'établir que l'arme du crime est un calibre 9 mm. L'expert détermine qu'il s'agit d'une arme de poing, un pistolet semi-automatique, et il détermine que ça peut correspondre à plusieurs modèles de ce type d'arme. Donc c'est une munition qui est très performante, c'est une munition de guerre, dont la balle peut être mortelle jusqu'à environ 900 mètres. À la recherche du moindre indice sur le triple meurtre commis en pleine nuit dans la rue d'une tranquille bourgade belge, les enquêteurs se penchent sur l'emploi du temps des victimes au cours des heures précédant le drame. Il s'avère que cette soirée du 18 avril 2014, Benoît, Carole et leur filleule l'ont passée avec leur amie Sandrine et son mari. Nous avions effectivement rendez-vous au restaurant avec Carole et Benoît et le petit Esteban, donc, qui au départ n'était pas prévu. Et puis finalement, en arrivant sur place, elle nous a dit que voilà, qu'Esteban allait loger chez elle, que c'était la première fois qu'il logeait chez sa marraine. Esteban se réjouit bien évidemment parce qu'enfin il va pouvoir aller dormir chez sa marraine. Il attend ce moment, c'est le début des vacances de Pâques et forcément ce petit bonhomme se réjouit.
Vers 22 h, la soirée se termine et les amis se séparent en se promettant de se revoir très vite. Je pense que les derniers mots ont dû être bonnes vacances, amusez-vous bien, on se contacte à votre retour, puisqu'ils partaient 2-3 jours plus tard, donc voilà, on se voit à votre retour sans faute. Mais 20 minutes plus tard... Ils sont arrivés à rue de Bernaud, chez eux, ils ont garé la voiture, et à peine ont-ils eu le temps de sortir que quelqu'un les attendait tapis dans les buissons. Lors de son audition, Sandrine apporte une autre information. Elle et son mari ont quitté le restaurant quelques minutes après les Philippins. Et quand ils sont passés à leur tour rue de Bernaud pour rentrer chez eux... On a croisé une voiture qui roulait vraiment très vite. Les phares étaient éteints, on n'a pas pensé à prendre un numéro de plaque éventuel. Voilà, ça a été vraiment beaucoup trop vite, hein. Quelques secondes, vraiment un croisement sur une route rapide, quoi. Sandrine et son mari ont-ils croisé le tueur en train de prendre la fuite ? À quelques mètres seulement de la scène de crime, une station-service dotée d'une caméra de vidéosurveillance pourrait aider les enquêteurs à répondre à cette question. Les enregistrements de la caméra sont immédiatement réquisitionnés et visionnés. Et la mystérieuse berline est vite repérée. Dans le coin de l'image, on a vu passer, quelques minutes après les faits, une voiture sombre, filant tout feu éteint à vive allure sur la route. Elle ressemblait à une BMW sombre, mais on ne pouvait pas voir ni la plaque d'immatriculation, bien sûr, ni s'ils étaient plusieurs dans le véhicule. Pour tenter de retrouver ce véhicule, les enquêteurs lancent alors un appel à témoins. À ce stade de l'enquête, on ne sait pas si c'est lui qui est l'auteur des faits. On sait seulement que ce véhicule peut avoir joué un rôle important au moment de la fusillade. On n'en sait pas plus. Malgré toutes leurs investigations, les enquêteurs n'ont toujours pas l'ombre d'une piste susceptible d'identifier le meurtrier. Ils décident alors d'éplucher le contenu des téléphones portables des victimes. Et c'est dans celui de Carole Philippins qu'ils découvrent un message troublant. Un message datant de décembre 2011, soit 2 ans et demi avant les faits. Carole avait reçu un SMS inquiétant d'un client. Le SMS était menaçant. Il dit, en substance, il y va de la santé de tout le monde, je suppose qu'on se comprend bien sur ce que je veux dire. Alors ça, évidemment, c'est pas banal. L'auteur de ce message menaçant est rapidement identifié. C'est un client de l'agence bancaire où travaillait le couple Philippins. Il s'appelle Amedeo Troiano et il vit à 45 km de Visé. C'est un client qui souhaitait obtenir un crédit relativement important pour ouvrir un salon de coiffure et de bronzage dans une ville des environs de Liège. Et il avait reçu un accord de principe verbal de Carole qui lui avait expliqué que normalement il n'y aurait aucun problème pour obtenir son prêt. Sans avoir attendu l'accord ou le refus du crédit, le client aura engagé des dépenses importantes de prise en location et d'achat de matériel et finalement le crédit lui sera refusé. Les enquêteurs découvrent alors que celui qui a refusé ce prêt n'était autre que Benoît Philippins. Mais Amedeo Troiano, qui s'est ainsi retrouvé endetté de 108 000 €, a décidé de contre-attaquer. Il veut absolument rencontrer une journaliste. Il voulait absolument qu'on publie un article pour écorner l'image de la banque, pour relater son histoire, sa mésaventure, mais aussi il était revanchard évidemment à l'égard de la banque. Il estimait avoir eu un accord de principe qui a été démenti quelques semaines plus tard par le siège central. Dans le même temps, l'homme assigne la banque en justice, mais il perd son procès. Donc il se retrouve avec des bancs solaires qu'il doit payer mais qu'il n'a pas les moyens. Il doit faire face également aux frais de son avocat. Il doit également faire face aux condamnations qui ont été prononcées par la Cour. Car en Belgique, lorsque vous perdez un procès, vous devez payer une part des frais d'avocat de la partie adverse. Donc vous voyez que l'ardoise s'alourdit au fur et à mesure. Troiano intéresse rapidement les enquêteurs car il estime que les banquiers ont ruiné sa vie, qu'il est au bord du gouffre financièrement, donc ça lui fait un mobile qui pourrait être la vengeance.
Pour les policiers, cette nouvelle piste semble sérieuse, d'autant qu'en fouillant dans leurs fichiers, ils s'aperçoivent que l'homme de 32 ans a déjà un casier judiciaire bien fourni. Très vite sur les radars de la police, il apparaît que Troiano est connu des autorités judiciaires liégeoises. Il est connu pour des faits de braquage alors qu'il était tout jeune et plus récemment en 2010 pour un carjacking commis dans la région liégeoise également. Donc il a des antécédents judiciaires assez sérieux. Le 13 mai 2014, un mois après les faits, Amedeo Troiano est convoqué pour être entendu. Il va expliquer quelle était sa relation avec les banquiers et quelle est la teneur du dossier de crédit qu'il avait déposé et qui a été refusé. Et puis il va nous dire, mais finalement tout ça, c'est ancien, j'étais passé à autre chose. Je n'étais plus dans la rancœur et je n'ai rien à voir dans tout ce qui a pu se passer avec Benoît Philippens, Carole et Esteban. L'homme est alors interrogé sur son emploi du temps le 18 avril 2014, le jour du triple meurtre. Ce jour-là, le vendredi, il est allé visiter un immeuble qu'il voulait prendre en location, il est allé visiter avec son épouse. Après la visite de l'immeuble, il se serait disputé avec son épouse, mais en vérité, on ne sait pas pourquoi. Et puis, comme il s'est disputé avec son épouse, il nous dit « Je vais aller faire un tour en voiture pour me changer les idées. Et puis, je vais aller voir mes cousins en Allemagne pour leur souhaiter de bonnes Pâques. » Concernant l'heure à laquelle il a quitté la Belgique, Amedeo Troiano affirme qu'il ne s'en souvient pas précisément, mais que c'était au coucher du soleil. Si l'homme dit vrai, il a donc parcouru 500 km pour se rendre chez ses cousins à Stuttgart, puis il est revenu chez lui le surlendemain. Un emploi du temps qui rend impossible sa présence sur les lieux du drame. Les enquêteurs disent il faut vérifier ces éléments-là, il faut aller investiguer à Stuttgart, il faut aller voir si par hasard il aurait pris de l'essence, voir au niveau des frontières, au niveau des péages d'autoroute. Il faut vérifier tous ces éléments-là pour voir si oui ou non ça correspond par rapport à ce qu'il dit. Et c'est ainsi que M. Troiano va rentrer bien gentiment chez lui à la fin de son audition. Pour vérifier l'alibi d'Amedeo Troiano, une expertise en téléphonie est tout d'abord ordonnée. Et dès que les enquêteurs en reçoivent les résultats, un premier détail les interpelle. Monsieur Troiano, il a toujours son téléphone avec lui. Et il s'en sert beaucoup. Et il envoie des quantités astronomiques de SMS en particulier, de textos. Et ce jour-là, cet après-midi-là, quand il part de chez lui et qu'il se rend en Allemagne, il n'a pas son GSM. Et le GSM est éteint. Et ça interpelle. Pourquoi, alors que vous partez à l'étranger, vous allez laisser votre GSM chez vous? Vous n'allez même pas penser à rassurer à un moment donné ou l'autre votre épouse? Ça, c'est pas normal. Puisque son téléphone était éteint, les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir à quelle heure précise Amedeo Troiano a quitté la Belgique le soir des faits. Troiano dit « Je suis parti au coucher du soleil ». Oui, mais c'est quoi ça, coucher du soleil? C'est 6 h du soir, c'est 7 h, c'est 9 h, c'est quoi? Vérification faite, le soleil s'est couché vers 20 h ce soir-là. En prenant la route à cette heure-là, l'homme a dû arriver à Stuttgart aux alentours d'1 h du matin. En toute logique, il ne pouvait donc pas se trouver à viser à 22 h 30 au moment du triple meurtre. Sauf que... Pas de chance pour lui, mais se fait flasher en Allemagne. Et la photo est claire et nette. Il va être repéré sur l'autoroute beaucoup plus tard. La photo du radar indique que l'homme a été flashé aux abords de Stuttgart à 12h41 le samedi 19 avril, soit le lendemain des faits. Autrement dit, une douzaine d'heures plus tard que ce qu'il affirme. Ça prouve que M. Troiano ment, ça prouve que sa première déclaration qu'il a faite n'est pas du tout conforme par rapport à la réalité. Amedeo Troiano a donc eu tout le temps de commettre le triple homicide à 22 h 30 à Visé. Qui plus est, quand les enquêteurs interrogent ses cousins allemands, la famille dit très clairement qu'ils ne l'ont pas vu le vendredi soir, en aucun cas, et qu'ils l'ont vu arriver le samedi. On se rend compte que l'heure à laquelle il dit être parti ne peut pas coïncider. Ce n'est pas possible. Et ça oblige dès lors à faire une deuxième audition de M. Troiano.
Confronté à ces nouveaux éléments contradictoires, l'homme donne immédiatement une explication. Il va dire, en réalité, j'ai pas voulu vous dire que le vendredi soir, après m'être disputé avec ma femme, je suis parti dans les bois avec ma voiture et j'ai fait une tentative de suicide et j'ai avalé des médicaments, des somnifères et j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je suis parti en Allemagne. Cette nouvelle version laisse les enquêteurs pour le moins perplexes. Alors évidemment, à partir des premières vérifications en Allemagne et au vu des mensonges d'Amedeo Troiano, les enquêteurs le considèrent comme de plus en plus suspect. Et donc ils vont entreprendre un certain nombre de vérifications matérielles. Persuadés qu'ils sont sur la bonne piste, les enquêteurs s'intéressent maintenant à la voiture d'Amedeo Troiano, une BMW. Car le soir du drame, une berline de luxe, Mercedes ou BMW selon les témoins, a été vue roulant tout feu éteint à proximité de la scène de crime. On va demander à Amedeo Troiano d'aller sur les lieux du crime avec son propre véhicule, sa BMW. Et Amedeo Troiano se dirige vers la maison de Carole et de Benoît. L'inspecteur qui est avec lui note, avec étonnement, qu'il ne pose pas de questions. Il ne demande pas où il doit aller, il ne demande pas comment il doit y aller. Il se met au volant de sa voiture et il y va. Ce qui est quand même un peu interpellant. À la demande des enquêteurs, Amedeo Troiano effectue alors le même trajet que celui du véhicule repéré par la vidéosurveillance de la station-service le soir du drame. Le passage de sa BMW est filmé par la caméra, puis minutieusement analysé. À travers la comparaison des images, qui s'appelle d'un point de vue technique du morphing, on va arriver à superposer exactement l'image de la voiture qui apparaît sur les caméras de surveillance et l'image prise par les enquêteurs de la voiture d'Amedeo Troiano faisant la même chose que celle qui avait été vue le jour des faits. Et donc il y a une similitude absolue de véhicules. Et on va se rendre compte à ce moment-là que ce qui est pris pour un véhicule de type Mercedes est en fait une BMW. Cette expertise renforce les soupçons sur cet homme et une perquisition de son domicile est aussitôt ordonnée. Les enquêteurs ont tout fouillé pour essayer de trouver une arme ou des traces d'armes, une boîte de cartouches ou quelque chose, ou de balles, etc. Mais ils ne trouvent rien. En revanche, les enquêteurs saisissent la veste et le béret qu'Amedeo Troiano portait le jour des faits et les envoient immédiatement en laboratoire pour une recherche en résidus de tir. Quand vous tirez, il y a forcément, par l'incident de tir, un ensemble de particules qui viennent contaminer la personne qui a tiré. Et donc, ici, ce n'est pas un tir, c'est 5 tirs. Donc ça veut dire des milliers de particules, vraiment. L'ordinateur portable du suspect est également saisi. Et les experts informatiques qui l'examinent relèvent immédiatement un élément troublant. La première chose importante, c'est qu'il a été reformaté. Ça veut dire qu'on a voulu supprimer tous les éléments utiles qui se trouvaient dans cet ordinateur. Il semble avoir pris un certain nombre de mesures pour dissimuler des traces. C'est pas une opération qu'on peut faire par erreur, hein. C'est quelque chose qui est véritablement intentionnel, qui prend parfois plusieurs heures si on veut le faire complètement. L'expertise informatique précise que l'ordinateur a été nettoyé le 20 avril 2014, soit 2 jours seulement après les faits. Interrogé sur cet élément troublant, l'homme a une explication. La réponse c'est mon ordinateur buguait, il était ralenti, il y a des choses qui n'allaient pas et donc j'avais demandé à mon frère de bien vouloir en profiter puisque j'étais pas là pour nettoyer l'ordinateur et faire en sorte qu'il fonctionne mieux. C'est évidemment difficile de ne pas faire le rapprochement entre les faits du 18 et le nettoyage de l'ordinateur le 20. Mais malgré ce reformatage complet, les experts sont en mesure de retrouver une grande partie des données effacées. Lorsque vous effacez un fichier, en réalité, vous n'effacez jamais le contenu du fichier. Vous oubliez en quelque sorte que le fichier est présent. Ce qui veut dire qu'il n'apparaît plus. Mais avec des outils dédiés, on est capable de regarder sur le disque dur de l'ordinateur ce qu'il reste. Cette récupération des fichiers effacés permet de constater que le suspect a encore menti. La première chose que l'on voit, c'est que M. Troiano a fait des recherches concernant M. Philippens pour savoir qui est M. Philippens et où habite M. Philippens. C'est très important parce que jusque-là, il a toujours nié
savoir où Benoît Philippens habitait. Et donc on le prend une nouvelle fois en flagrant délit de mensonge. Mais l'expertise informatique ne s'arrête pas là, car elle permet de situer tous les lieux où Amedeo Troiano a utilisé son ordinateur pour se connecter à Internet. Et parmi ces lieux, on peut établir la localisation géographique d'où la recherche a été lancée, puisque c'est une information qui est communiquée au moteur de recherche au moment où la recherche est faite. Donc on sait qu'elle a été faite depuis la rue où résident les victimes. Pour les enquêteurs, deux hypothèses se dégagent. Ou bien l'homme a voulu s'assurer qu'il était arrivé à bon port, ou alors... Il va chez Benoît Philippens, il s'installe devant chez lui avec son ordinateur et il cherche son itinéraire de fuite. C'est un point qui est aussi extrêmement important. Malheureusement, l'expertise ne permet pas de préciser quel jour Amedeo Troiano a effectué cette recherche. Donc impossible de prouver qu'il était bien sur place le soir du triple meurtre. Les enquêteurs alors lui disent, si on pouvait examiner avec vos mots de passe le moment auquel vous avez fait la recherche, on réglerait le problème. Et Amedeo Troiano a toujours refusé de donner ses codes d'accès et ses mots de passe qui auraient permis aux enquêteurs de chercher quel avait été le moment exact de la recherche effectuée avec son ordinateur, dont tout porte à croire qu'elle est antérieure aux faits, bien entendu. À ce stade de l'enquête, les policiers n'ont toujours aucune preuve formelle qu'Amedeo Troiano est impliqué dans le triple meurtre de Visé. Tous leurs espoirs reposent maintenant sur la recherche en résidus de tir effectuée sur la veste et le béret récupérés chez le suspect. Ce que l'on appelle résidus de tir, ce sont des éléments chimiques qui proviennent de la combustion de l'amorce. Et ils sont au nombre de 3, le plomb, le barium et l'antimoine. La présence de ces 3 éléments sur ses vêtements permettrait d'affirmer que l'homme a bien utilisé une arme à feu ou bien qu'il s'est trouvé à proximité d'un tir. Mais cette expertise a lieu 5 mois après les faits. Elle a donc très peu de chances de donner des résultats probants. Les résidus de tir sont des petits granulés de très petites dimensions qui mesurent quelques microns. Par conséquent, en supposant que je tire avec une arme, si je frotte sur ma manche comme ça, par exemple, je vais en faire disparaître une grande partie. On considère que 8 heures après avoir tiré un coup de feu, 80% des résidus ont disparu. Pourtant, contre toute attente, les experts parviennent à isoler une particule unique de résidus de tir sur la veste du suspect. Mais là encore... Si vous serrez la main d'un policier qui a été au stand de tir, vous risquez d'être contaminé par des particules qui sont sur lui. Et donc, est-ce que cette particule constitue un élément de preuve? Non. La réponse est très clairement non. Effectivement, lorsqu'Amedeo Troiano est confronté à ces résultats... Il va dire non, moi j'ai pas du tout jamais tiré, jamais eu d'arme. Ça, manifestement, c'est quand j'ai tiré un feu d'artifice à l'occasion de l'anniversaire de mon neveu. C'est pas de la poudre issue de l'arme, c'est de la poudre issue d'un feu d'artifice. Si la présence de cette particule est loin d'être concluante, l'explication du suspect ne convainc pas les policiers. Un feu d'artifice va produire des résidus, mais qui sont des résidus de combustion de poudre. Il n'y a pas de résidus de tir, puisque les résidus de tir, c'est uniquement l'amorce. Amedeo Troiano a donc encore menti. Les enquêteurs décident alors d'étendre la recherche de résidus de tir à l'intérieur de sa voiture. Des tamponnements sont ainsi réalisés là où le suspect a pu poser les mains, notamment sur le volant et le levier de vitesse. Et une fois de plus... On va trouver quelques microtraces aussi de résidus de tir dans son véhicule, mais on va considérer qu'elles ne sont pas définitivement exploitables, parce qu'elles sont trop ténues et elles pourraient provenir de contamination, notamment dans le chef d'enquêteur, qui eux-mêmes sont armés et peuvent tirer. Malgré de nombreux indices qui semblent l'incriminer, rien ne permet de démontrer formellement qu'Amedeo Troiano est bien l'auteur des meurtres de Benoît Philippens, de sa femme Carole et du petit Esteban, abattu en pleine nuit dans une rue de Visé, en Belgique.
Je suppose qu'un enquêteur, même s'il doute, il a quand même des convictions. Et je pense que quand on arrive à une accumulation de faits tels que ceux-là, les enquêteurs, ils sont intimement convaincus qu'ils tiennent le coupable. Après, le débat, c'est d'arriver à le prouver. Dernier espoir des policiers, certains indices relevés sur la scène de crime n'ont pas encore parlé. À commencer par les empreintes digitales prélevées sur la voiture des victimes. On va identifier les empreintes de M. Philippens à la hauteur de sa portière. On va identifier les empreintes d'Esteban à la hauteur de la portière à l'arrière droit. Les autres empreintes, il y en a une qui ne sera pas identifiée immédiatement, mais par recoupement, on va pouvoir retrouver qu'il s'agit de l'empreinte d'un des ambulanciers qui est arrivé sur place. Aucune empreinte du suspect n'apparaît donc sur le véhicule. Les expertises se poursuivent alors sur les 5 douilles qui ont été retrouvées sur la scène de crime le soir du drame. Quand on procède à l'analyse des douilles, on fait deux analyses. On fait une analyse des éventuelles empreintes papillaires, et ça ne révélera rien. Et on fait l'analyse de recherche de traces ADN sur les douilles. L'expert va récupérer chacune des douilles les unes après les autres, et puis il va réaliser un écouvillonnage, c'est-à-dire qu'il va venir gratter la surface de l'objet avec un écouvillon, un coton-tige imbibé d'eau, pour transférer les cellules biologiques qui sont présentes à la surface de l'étui sur l'écouvillon, et c'est cet écouvillon ensuite qui sera analysé dans le process analytique. D'ordinaire, ce type de prélèvement se fait en utilisant un écouvillon différent pour chaque douille. Mais cette fois, l'expert décide de procéder autrement. Ce qui s'est passé, c'est que l'expert va prélever plusieurs douilles avec un même écouvillon. Il faut savoir que sur une douille, il y a très peu de cellules qui sont présentes, puisque le temps de contact est très court, la surface de contact est très court entre le doigt et la douille, donc la quantité de cellules présentes à la surface de la douille est faible, et donc pour augmenter les chances d'avoir un profil génétique, certains experts vont faire un écouvillon sur plusieurs douilles pour récupérer plus de cellules et avoir plus de chances d'obtenir un profil génétique. Malheureusement, en pensant mettre toutes les chances de son côté, l'expert a en fait mélangé et altéré les différentes traces génétiques présentes sur les 5 douilles. Ainsi, l'analyse fait bien apparaître une partie de l'ADN du suspect. Mais comme il est mélangé à celui des victimes, il est impossible de déterminer s'il s'agit de l'ADN d'Amedeo Troiano ou pas. Le résultat qu'il obtient est un résultat qui n'est pas interprétable dans le sens où le mélange est trop complexe. Si je prenais par exemple son cousin ou son frère ou un proche, il y a aussi une forte chance pour qu'il soit compatible avec ce mélange. Et puis, tout autre individu qui, par le fait du hasard, aurait un profil génétique très proche de la personne. Une fois de plus, cet indice ne permet pas de confondre formellement Amedeo Troiano. Mais en même temps, aucun élément n'est venu le disculper en incriminant un autre suspect. On ne peut pas exclure Troiano, comme on ne peut pas l'exclure à travers l'analyse des poudres sur ses vêtements. Ça commence à faire beaucoup d'éléments. Quand vous accumulez les présomptions les unes derrière les autres, il n'y en a aucune qui vous permet de dire « c'est pas lui ». De son côté, Amedeo Troiano continue de clamer son innocence, d'autant que certaines zones d'ombre subsistent et jouent en sa faveur. La première concerne un témoignage recueilli lors de l'enquête de proximité. La voisine dit, dans l'enquête de proximité qui est faite juste après les faits, elle dit « je vois un homme de petite taille s'enfuir ». Amedeo est tout sauf quelqu'un de petite taille, c'est quelqu'un de très costaud qui mesure plus d'1,80 m, mais les voisins ont peut-être mal interprété ou peut-être que l'individu qu'ils ont vu était penché ou tapis dans l'ombre. Nous sommes la nuit, il fait extrêmement noir, on est dans une situation de panique généralisée et on peut se tromper, la voisine peut avoir mal évalué la taille de l'homme qui s'enfuit. Et en tout cas, moi j'estime que ce témoignage ne peut pas être déterminant. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément déterminant va à l'encontre de la culpabilité d'Amedeo Troiano. Ce sont les derniers mots prononcés par Carole Philippens juste après la fusillade, lorsqu'elle a affirmé aux policiers ne pas connaître son agresseur. Une information qui pose question. Visiblement, Carole devait connaître Troiano, vu que c'était son client. Ils se sont côtoyés, ils se sont parlé, ils se sont peut-être vus. Elle connaît le son de sa voix. Elle connaît son apparence physique aussi, mais ce soir-là, elle ne l'a pas reconnu.
La victime ne dit pas que l'auteur est cagoulé, elle dit « je ne le connais pas ». Donc, elle aurait pu, et selon ce qui était exposé à l'époque, elle aurait dû alors le reconnaître. Mais ce paradoxe n'altère pas la conviction des enquêteurs, pour qui les propos de la victime peuvent s'expliquer. Carole a eu affaire à M. Troiano en 2011. Nous sommes en 2014. Chacun vit, chacun change dans le courant de sa vie. C'est le cas également pour M. Troiano. On maigrit, on grossit, on change de physionomie. Un autre élément est également à prendre en considération. Au moment de ces déclarations, Carole Philippens était à l'agonie après avoir vécu le pire des cauchemars. Elle est en état de sidération. Il ne faut pas oublier qu'elle a reçu 3 balles, qui s'avéreront létales, qu'elle souffre terriblement, qu'elle a une peur panique. Et donc, toute son énergie, elle est mobilisée vers sa survie, pas vers l'identification de quelqu'un. Donc, quand elle dit qu'elle ne le reconnaît pas, c'est à mon avis pas déterminant. Pour confondre Amedeo Troiano, les enquêteurs comptent sur un dernier indice toujours en cours d'exploitation, le téléphone portable du suspect. 6 mois après le triple meurtre, les résultats de cette expertise leur parviennent enfin. Et contre toute attente, elle leur apporte une information capitale. Les spécialistes découvrent une vidéo assez courte où on voit Amedeo Troiano dans sa chambre à coucher. Il ouvre sa table de nuit, il en sort une arme à feu qu'il manipule brièvement avant de la glisser sous son oreiller. Cette vidéo, qui date d'1 an avant les faits, permet ainsi de prouver que le suspect a encore menti. C'est un élément extrêmement important car Troiano a toujours expliqué qu'il n'était pas armé, qu'il ne manipulait pas des armes à feu. Et là, il apporte une vidéo quasiment sur un plateau aux enquêteurs, démontrant qu'il est bien armé. Une fois de plus, comme souvent durant cette enquête, il semblerait qu'Amedeo Troiano ait menti aussi sur ce point. Les policiers ont le sentiment qu'ils tiennent là un élément susceptible de faire basculer l'enquête. Ils demandent alors à un expert en balistique de préciser si le pistolet qui apparaît sur la vidéo est compatible avec l'arme du crime. Et effectivement, grâce aux images, les experts peuvent définir qu'il s'agit d'une arme 9 mm. C'est aussi un 9 mm qui a été utilisé pour assassiner Carole, Benoît et Esteban. Le suspect est alors confronté à ce nouvel élément. Mais une fois de plus, Amedeo Troiano va avouer, et il va dire spontanément, c'est vrai, j'ai eu une arme Smith & Wesson 9 mm, et quand on lui dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Il dit, vous comprenez bien que je n'allais pas dire que j'avais eu une arme dans le passé, dans un dossier d'assassinat, ça ne le fait pas. C'est évidemment un peu court comme réponse. Les enquêteurs demandent alors à Amedeo Troiano pourquoi cette arme n'a pas été retrouvée chez lui lorsqu'ils ont perquisitionné son domicile. L'homme leur répond que le pistolet lui a été volé lors d'un cambriolage en 2013. Mais là encore, les enquêteurs vont vérifier qu'il n'y a aucune déclaration de vol d'armes à l'occasion de ce cambriolage-là. Mais surtout, ils vont établir qu'au moment où ils filment l'arme, on est après le cambriolage et elle n'a donc pas été volée dans ce cambriolage. À l'issue de cette dernière expertise et des contradictions du suspect, le juge d'instruction estime être en possession de suffisamment d'éléments probants et demande l'incarcération d'Amedeo Troiano. Malgré tout, Amedeo Troiano persiste à nier toute implication dans le triple meurtre de Visé. Les enquêteurs, eux, sont convaincus de sa culpabilité et ils parviennent même à reconstituer un scénario précis des événements. Benoît et Carole et Esteban quittent le restaurant vers 10h10, rentrent chez eux, ils habitent tout près, à 10h20, ils arrivent chez eux. Monsieur Troiano s'est caché pour accueillir Monsieur Philippens. Il était muni de son arme. Il a attendu que Monsieur Philippens sorte de sa voiture. Il s'est adressé à Monsieur Philippens, tu me reconnais? Il l'a descendu, il n'y a pas d'autre terme. Voyant que Monsieur Philippens n'était pas seul, il a réservé le même sort à Carole. Esteban, lui, il va aller se réfugier derrière la voiture, il va se recroqueviller à l'arrière de la voiture et le tueur va poursuivre sa démarche criminelle
en faisant le tour de la voiture et en tirant sur Esteban aussi, au fin de le tuer. Et puis le tireur va s'enfuir, tout feu éteint. Il n'a laissé aucune chance à Esteban, aucune. Et sa seule solution, c'est de dire que je ne l'ai pas fait. C'est de laisser le doute à ce niveau-là. C'est impossible de pouvoir justifier la mort d'un enfant, pas de cette manière-là. Le drame s'est déroulé il y a plus de 4 ans. Mais face à l'horreur des faits, les proches de Benoît Philippens, de sa femme Carole et du petit Esteban ne sont toujours pas parvenus à faire leur deuil. On est détruit en fait. Ça c'est pas un accident de la route, c'est une fusillade et on n'a pas le choix, il faut avancer. Mais bon, ça fait mal tous les jours, j'y pense tous les jours. Puis il y a les enfants aussi, je veux dire, moi le grand c'était sa marraine, il ne parle plus. Et le petit, ben, il a peur de la mort, il parle tout le temps de mort. Pour moi le plus dur c'est, je ne comprends pas comment on peut tirer sur des gens comme ça et les abattre ainsi froidement et surtout abattre le petit Esteban, ça c'est... Je ne comprends pas comment on peut faire du mal à un petit gosse. Toutes les semaines, on va 1, 2 fois, des fois plus, toujours sur le cimetière. D'ailleurs, pour aller voir la tombe de Carole, elle est toujours bien fleurie. Et ça fait 4 ans, mais on ne sera jamais l'oublier.